Parfait. Parfait, très bien. Merci beaucoup, Aude, pour cette introduction. Je suis ravie d'être là. Effectivement, je suis tombée dans la marmite de l'angel investing il y a bien longtemps. C'est un milieu qui est très passionnant et je vais essayer de vous expliquer pendant l'heure qui suit un petit peu en quoi ça consiste d'être business angel parce qu'on se rend compte que c'est encore aujourd'hui une activité qui peut être méconnue ou sur laquelle il peut y avoir un certain nombre de stéréotypes. Et donc, dans le cadre de ce sommet des entrepreneurs, l'idée, c'est justement de vous donner davantage d'informations sur les possibilités d'investissement qui correspondent à votre profil de risque, le patrimoine que vous avez à disposition et un petit peu vos objectifs d'investissement. Et donc là, on va parler d'une activité finalement qui allie l'aspect diversification de portefeuille, mais aussi apprentissage. Et donc évidemment, moi, en tant que directrice de B-Angel, je vous expliquerai un petit peu comment nous, on fonctionne en Belgique et au Luxembourg, avec toutes les possibilités. Mais voilà, il existe, pour ceux qui sont basés en France, il y a des réseaux de business angels un peu partout. Donc voilà, je pense que ça donnera comme une information utile pour tout le monde. Et donc, voilà, j'attendrai vos questions à la fin de la session pour voir si tout a été clair et si on a réussi à tout démystifier. Voilà, alors, je vais partager mon écran et vous me direz si ça marche. C'est bon? Je Oui, vois ça des va. pouces. Oui, je vais juste enlever là le... Je sais pas comment j'enlève. Voilà. Hop. Voilà, on verra si ça gêne. Donc, pour commencer, je pense que c'est utile de remettre un petit peu l'activité de Business Angel dans le contexte. Donc là, on va parler d'investissement non coté. Donc non coté, c'est-à-dire, alors ça comprend le private equity, la dette privée, l'infrastructure, l'immobilier. Ce sont en fait des actifs qui ne sont pas cotés en bourse. Donc on y reviendra, mais l'activité de Business Angel, c'est quelque chose, c'est un investissement qu'on va considérer comme assez illiquide. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de toute la famille du private equity, on va vraiment se focaliser sur le business angel investing. Donc, en fait, c'est l'actionnariat dans les startups. On va parler de ça. Et donc, vous pouvez, et vous avez certainement entendu parler de plusieurs façons de devenir actionnaire de startup. Il y a par exemple des plateformes de crowdfunding en equity. Il y a évidemment des fonds d'investissement. Donc, B-Angels en gère également. Mais là, on va plutôt se focaliser sur le business angel investing pour essayer de bien le comprendre, voir quelles sont les opportunités et aussi les choses à garder en tête quand on veut se lancer dans cette activité d'investissement. Donc, business angel, qu'est-ce que c'est? Alors, probablement que le profil des business angels a très fort évolué. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, bah, il y a pas de profil type, on y reviendra, mais par contre, voilà, il y a des caractéristiques qui sont communes. Alors, la première chose qui est importante, c'est que les business angels sont des gens qui vont investir leur propre argent. Donc ça, par exemple, on y reviendra, c'est assez différent des fonds d'investissement où on gère l'argent d'autres personnes. Mais donc, quand on est business angel, on investit son propre argent en devenant actionnaire de start-up. Souvent, les business angels ont la volonté d'accompagner. C'est pour ça que ça s'appelle en fait des business angels. On parle toujours des deux ailes. Il y a une aile qui est le capital apporté et l'autre aile qui est comment est-ce que personnellement on va pouvoir contribuer à accélérer le business de la société en faisant, enfin voilà, en partageant son réseau, en partageant son expérience. C'est pour ça qu'on parle de business angeling. C'est vraiment les deux aspects. Donc, si on ne fait que investir, dans ce cas-là, on y reviendra chez B-Angels, il y a plusieurs formules d'investissement qui sont plus passives, c'est-à-dire si on n'a pas le temps, pas forcément l'envie d'aider les entrepreneurs. Donc ça, c'est plutôt de la diversification de portefeuille. Et si on a juste envie quelque part d'apporter son expérience, bah là, on est plutôt mentor ou coach. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait ces deux aspects pour qu'on dise, voilà, je suis business angel. C'est vraiment ça qui le définit. En général, on ne va pas mettre plus de 5 à grand maximum 10% de son patrimoine dans cette activité-là. Pourquoi? Comme je le disais en introduction, parce que c'est illiquide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain
que voilà, vous souhaitez revendre vos actions dans une start-up. Il n'y a pas de bourse pour faire ça. Et pour revendre vos actions, eh ben, il faut qu'il y ait des acquéreurs. Et en fait, dans la vie de start-up, il y a des acquéreurs que quand il y a des grands moments d'inflexion dans la vie des sociétés. Donc, on ne peut pas à tout moment avoir la possibilité, alors parfois c'est le cas, mais on ne peut pas souvent juste décider, tiens, demain, j'ai plus envie d'être business angel, j'ai envie de revendre mon portefeuille. C'est pas facile. Donc ça, c'est très important. Et on est évidemment dans du capital risque. Ça veut dire qu'on ne met dans cette activité que ce qu'on peut se permettre de perdre. Donc, il y a un risque quand même de perte totale du capital investi. Donc, ça, c'est important. Et en fait, nous, on voit B-Angels comme une organisation qui va essayer de faire en sorte que cette expérience de Business Angel soit la plus positive possible, c'est-à-dire à la fois en vous proposant des options d'investissement qui correspondent à votre profil, mais aussi voilà, vous donner quelques conseils sur la diversification du portefeuille, sur les réinvestissements et faire en sorte que vraiment vous ayez une bonne expérience patrimoniale, mais aussi d'expérience en devenant Business Angel. Donc, chez B-Angels, on a en général, pour le dire de manière très schématique, on a à peu près 50% de nos membres qui sont des profils plutôt entrepreneuriaux. Donc, ça peut être dirigeant d'entreprise, ça peut être indépendant, ça peut être patron de PME, et en fait, qui commencent à avoir un petit peu plus de temps et donc qui vont être un petit peu moins dans l'opérationnel ou qui vont être assez flexibles dans leur agenda et qui vont vouloir aider une autre génération d'entrepreneurs à démarrer. L'autre partie, ce sont plutôt des cadres supérieurs, souvent des gens qui, en fait, sont assez proches de l'innovation, d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est quelque chose voilà, qui les intéresse. Ils travaillent avec des startups, ils travaillent dans le corporate venturing. Voilà, ils travaillent dans des milieux où on va beaucoup parler d'entrepreneuriat et d'investissement. Et à un moment donné, il y a des sociétés qui vont venir les voir en disant, mais OK, c'est sympa, mais le coaching ou le réseau ou l'activité, mais moi j'ai besoin de capital, est-ce que tu investirais pas? Et c'est souvent comme ça que les gens deviennent membres de B-Angels parce qu'en fait, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire, parce que notre conviction chez B-Angels, c'est que comme dans n'importe quelle autre activité, en fait, on peut se former à l'activité de Business Angel pour le faire au mieux. Et on a également de plus en plus de gestionnaires de fonds familiaux et notamment ce qu'on va appeler la next gen, donc des enfants, par exemple, de familles entrepreneuriales qui vont aborder l'entrepreneuriat à travers l'activité de Business Angel. Donc, essayer de comprendre les mécaniques de l'investissement dans les startups, essayer de comprendre la mécanique des conseils d'administration dans les startups. Et donc, on a de plus en plus, on va dire, de groupes familiaux qui, de manière intergénérationnelle, vont rentrer dans des réseaux comme B-Angels afin de familiariser plusieurs générations à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Je dirais globalement, ce sont des gens qui ont envie de partager leur expérience, leur expertise, qui ont envie de participer à une communauté, envie d'aider les entrepreneurs. Et ce sont des gens aussi qui n'ont souvent pas peur du risque. C'est-à-dire qui, voilà, évidemment, le risque doit être mesuré et compris, mais c'est des gens voilà, qui n'ont pas peur, je dirais, de la start-up, parce que la start-up, c'est quelque chose qui est très mouvant, qui évolue, qui itère, et ça, c'est des choses avec lesquelles les business angels doivent être à l'aise. Et donc, en fait, quand on regarde les objectifs des business angels, ils sont tout à fait divers et une personne peut essayer d'en atteindre plusieurs. Donc, la première chose, beaucoup de gens deviennent business angels parce qu'en fait, ils ont envie d'investir dans la génération qui arrive d'entrepreneurs. C'est une façon aussi d'être très proche finalement de ce qui va se passer demain, de toutes les innovations qui vont émerger demain. Participer à un essor économique. Donc, il y a vraiment une forte volonté souvent d'investir dans sa région, son pays, parce que finalement, devenir actionnaire, c'est vraiment un investissement assez, je dirais, impactant, parce qu'on va investir dans des sociétés qui vont créer de l'emploi, qui vont, dans quelques années, on l'espère, devenir, je dirais, de grandes entreprises références dans leur marché. C'est aussi une volonté de transmettre son savoir, son savoir-faire, son expérience, remplir un rôle social.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir le résultat de ce qu'on fait. Donc, quand on est business angel, effectivement, il y a un risque. Donc, voilà, évidemment, il y a un certain nombre de sociétés dans lesquelles on va investir qui ne, je dirais, ne vont pas se développer comme on l'avait espéré, ou on va perdre son capital. Mais par contre, on a toujours appris. Donc, que la société fonctionne bien ou qu'elle ne fonctionne pas bien, souvent en tant que business angel, surtout si on a un rôle actif, on sait exactement pourquoi. Et donc, on a le plaisir, quand on investit dans les sociétés qui marchent, de voir les fruits de ce qu'on a fait avec des sociétés qui se développent, des équipes qui grandissent, des produits qui deviennent références. Et donc, ça, c'est vraiment très gratifiant parce qu'on se dit, ah ben, moi, j'ai quand même contribué à ça. D'une façon ou d'une autre. Et quand ça marche pas, et ben on se dit oui, mais je sais exactement pourquoi ça n'a pas marché et j'ai appris et je ne referai plus ce genre d'erreur. Évidemment, c'est aussi pour diversifier son portefeuille d'investissement. Donc, Ouais. les gens qui viennent chez nous ont généralement des investissements immobiliers, ils font de la bourse, pourquoi pas de la crypto, etc. Et donc, ils viennent diversifier une partie de leur portefeuille chez B-Angels. Donc, rentabiliser une partie de leur patrimoine potentiellement. Et alors, dans certains pays, il y a des incitants fiscaux. Donc, en Belgique, il y a un incitant fiscal qui s'appelle le tax shelter, qui est quand même assez puissant puisqu'il permet, lorsqu'on investit dans un certain type de start-up qui ont moins de 4 ans, pour dire les choses simplement, de déduire 45% de ce qu'on investit de son impôt. Non pas de sa base imposable, mais de son impôt dans la limite de 100 000 euros investis par an. Donc, c'est vraiment un incitant très intéressant. Donc, on a quand même beaucoup de gens qui viennent via leur intermédiaire, leur comptable, leur fiscaliste pour profiter de ces incitants fiscaux. Et en France, parce que certains nous suivent de France, il y a certains incitants fiscaux qui sont en train d'être mis en place par Paul Midi, aussi qui veut mobiliser plusieurs milliards par an justement pour financer l'économie réelle. Donc c'est important de se renseigner aussi, de savoir quels sont les incitants fiscaux auxquels on peut prétendre si on investit en tant que business angel, ce qui permet de réduire le risque. Donc, les business angels, pour reprendre les distinctions par rapport à d'autres choses que vous pourriez connaître, donc, la différence par rapport à des fonds d'investissement, c'est que ce sont des personnes privées et ce n'est pas un investissement professionnel. Donc, en fait, les business angels, on va le voir dans les critères d'investissement, ils investissent souvent par rapport à leur propre stratégie d'investissement. Est-ce qu'eux ont bien aimé ou non l'équipe entrepreneuriale? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont assez intangibles. Alors que dans un fonds d'investissement, on investit un peu plus tard, là où la société s'est un peu plus développée. Du coup, on a plus de matière à analyser, matière financière. Et donc là, on est sur des équipes professionnelles qui gèrent l'argent d'autres personnes pour le rentabiliser, avec d'ailleurs des temporalités qui sont bien définies. Et alors, il y a des plateformes de crowdfunding où là, voilà, les personnes vont investir leur propre argent. On est là plutôt dans une logique d'ambassadeur des sociétés. Donc, on aime bien tel service, on aime bien tel produit et on va investir via une plateforme pour soutenir une société qui les développe. Les montants investis sont assez différents. Donc, en termes de business angel, les gens vont investir entre 10 000 et 100 000 euros par an en moyenne, en fonction de leur patrimoine. Alors que par exemple, en crowdfunding, pour donner un ordre d'idée, c'est aux alentours de 2 000 euros par personne. Donc voilà, c'est tout à fait différent, mais parce qu'en fait, en tant que business angel, généralement, on investit et on s'investit auprès de la société, parfois en rentrant au conseil d'administration ou autre, pour vraiment réduire le risque. Donc en fait, la dynamique n'est pas la même. On est vraiment là pour participer au projet entrepreneurial de manière assez directe. Voilà, et les business angels peuvent investir dans tout secteur. Généralement, ils investissent dans les sociétés qui évoluent dans des secteurs qu'ils connaissent, qu'ils comprennent, et là où ils peuvent faire une différence. Les fonds de capital risque vont être souvent très spécialisés, et le crowdfunding est surtout utilisé pour faire du marketing, faire connaître des services, donc beaucoup de business to consumer dans ce genre de plateforme. Donc, simplement pour vous montrer quand est-ce que les business angels interviennent. Donc, nous, les entrepreneurs viennent nous voir, non pas quand ils ont une idée, ils viennent nous voir quand ils ont un projet d'investissement. Donc, souvent, ils ont déjà démarré. Alors, parfois, ce n'est pas structuré encore dans une société. Donc, dans certains cas, on va vraiment intervenir au même moment que la constitution de la société. Mais souvent, c'est un peu plus tard, quand on a testé une idée, on commence à avoir ce qu'on appelle la traction commerciale. On commence parfois à avoir alors, des clients, évidemment, des premiers clients.
un petit peu de revenus. Et en fait, quand on va vouloir quelque part vraiment démarrer et se lancer sur des projets qui sont des projets innovants, à fort potentiel de croissance et qui sont au démarrage de leur histoire, les fonds de capital risque ne vont pas être intéressés parce qu'en fait, les fonds de capital risque, eux, ils gèrent un pot d'argent et ils vont l'investir avec cette équipe professionnelle. Ils n'ont pas le temps de regarder des trop petits dossiers. Donc, nous, on va regarder des dossiers qui cherchent entre 100 000 et 500 000 euros auprès des investisseurs privés. C'est trop petit pour les fonds d'investissement. Ils vont dire revenez quand vous avez justement atteint tel chiffre d'affaires récurrent. Et les banques ne vont pas intervenir non plus. Ce n'est pas leur rôle, évidemment, parce que la société, quand elle vient les voir, n'a aucune capacité de remboursement, puisqu'elle est en train de lancer son produit dans le marché. Donc, nous, on va intervenir très tôt dans la chaîne de financement. C'est pour ça que les business angels sont aussi considérés comme très importants dans les tissus économiques. C'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui vont investir leur propre patrimoine très tôt dans l'histoire des sociétés, en espérant que dans 5, 7 à 9 ans, cette société ait grandi et que voilà, il y ait quelqu'un d'autre quelque part qui prenne le relais dans le financement de cette société ou éventuellement qu'elle soit rachetée, puisque finalement, un business angel n'est jamais rémunéré dans le cadre de son activité. Sa seule rémunération, c'est l'accroissement de la valeur de ses actions dans la startup. Donc ça, c'est très important. Et donc, très souvent, on va co-investir. Donc, on n'est jamais seul. L'entrepreneur, évidemment, qui se lance, il n'a pas envie forcément d'être trop dilué. Parce que comme on rentre en tant qu'actionnaire, on va avoir un pourcentage dans l'entreprise. Et donc, si l'entrepreneur peut trouver des moyens, par exemple, d'avoir des subsides, ou par exemple, une banque va dire, écoutez, moi, je veux bien vous prêter un petit peu, mais par contre, il faut que vous remontiez vos fonds propres qui ne sont pas suffisants. Donc, ils vont venir chercher des business angels, ce qui va remonter les fonds propres, ce qui va permettre à une banque de prêter et d'intervenir. Donc, l'effet de levier de l'intervention des business angels est très, très fort. On a mesuré chez B-Angels, par exemple, que l'effet de levier pour chaque euro investi par un business angel est environ de 4,5 euros que l'entrepreneur parvient à mettre autour pour se financer. Mais donc voilà, on est tôt dans la chaîne, on est plutôt dans tout ce qui est amorçage et seed dans notre jargon. Alors, quelques mots sur les tendances de fonds. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, il y a de plus en plus d'intérêt finalement d'investir dans les startups pour plusieurs raisons. Mais comme on le disait, c'est parce que c'est devenu plus accessible, donc notamment grâce aux plateformes de crowdfunding qui ont vraiment démocratisé cette idée d'investir, dans devenir actionnaire des startups, qui ont souvent aussi utilisé le vocabulaire de business angel. Parfois, certaines disaient devenez business angel à partir de 100 euros. Vous l'avez compris dans mon introduction, business angel et crowdfunding, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas les mêmes montants, ce n'est pas les mêmes stratégies d'investissement, ni les mêmes je dirais, objectifs d'investissement. Mais tout ça a contribué en fait à ce que des privés, des institutionnels commencent à s'intéresser à cet investissement dans les startups, aussi parce que c'est très porteur, parce qu'aujourd'hui, on est confronté aussi avec d'énormes défis environnementaux, sociétaux, de santé. Et en fait, qui c'est qui va trouver les solutions pour essayer de changer ou apporter des solutions à ces défis? Ce sont les startups. Et donc, pour beaucoup, c'est intéressant, parce que ça permet de créer le monde de demain. Mais ça permet aussi de trouver un moyen de diversifier son portefeuille et d'aller dans une classe d'actifs qui peut être très rentable si on le fait, je dirais, avec certaines guidelines. Et en Belgique, comme en France, comme en Europe, on est dans un écosystème qui est vraiment en croissance. Donc là où, par exemple, l'écosystème aux États-Unis est beaucoup plus mature, avec la Silicon Valley ou les écosystèmes autour de Boston et de New York, voilà, ça fait 20, 30 ans ou plus qu'il y a vraiment ce qu'on appelle les écosystèmes, donc avec à la fois les incubateurs et accélérateurs qui vont permettre aux entrepreneurs d'émerger, et puis ensuite des structures de financement, des réseaux d'investisseurs, des fonds d'investissement, des grandes entreprises qui viennent regarder ce qui se passe. C'est vraiment des gros écosystèmes. En Europe, voilà, ça fait peut-être, je dirais, 15 ans, 10 ans qu'on voit vraiment cette émergence d'un écosystème où il y a beaucoup plus d'attention à cette activité-là, beaucoup de soutien aussi du secteur public.
pour justement faire effet de levier sur cette intervention des investisseurs privés. Et donc aussi avec l'émergence de ces fameuses licornes dont vous avez certainement entendu parler, qui sont des sociétés qui sont valorisées à plus du milliard, mais qui sont, voilà, je dirais pas une référence, en tout cas dans notre domaine. Je pense que la réussite se mesure de plusieurs façons, mais voilà, toutes les sociétés dans lesquelles les business angels investissent ne deviendront pas des licornes, mais voilà, il y en a parce qu'il y a ces écosystèmes qui permettent de refinancer en fait les sociétés en fonction des stades de création. Donc c'est quand même très intéressant. Et alors, on a connu, simplement pour vous donner quelques éléments de tendance, on a connu en 2020-2021 des années vraiment incroyables chez B-Angels. Donc pendant le Covid, parce qu'on a commencé à faire beaucoup de choses en ligne et on a énormément investi. Mais entre 2019 et 2022, on va dire mars 2022, c'était vraiment assez euphorique. Il y avait énormément d'argent sur le marché. On était, on va le dire, un petit peu dans une bulle de l'investissement dans les startups avec ces fameuses licornes qu'on voyait dans la presse. Et cet engouement, et en fait, cet engouement-là, il s'est complètement tari à partir de mars 2022 avec la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement pour tout le monde, mais y compris pour les startups pour développer les produits, les investisseurs qui étaient beaucoup moins là. Et nous, chez B-Angels, voilà, on a continué à investir, même un peu plus en 2023. Et on trouve qu'en fait, la période actuelle est assez propice à de nouvelles opportunités. Pourquoi? Parce qu'on revient à un marché qui est un petit peu plus rationnel, où on demande aux entreprises justement d'avoir des choses un peu plus solides sur les business models, sur les perspectives de rentabilité, là où avant on était très, pendant quelques années, focalisé sur la croissance à tout prix. Donc, c'est pas grave si on gagne pas d'argent, mais il faut qu'on ait davantage de clients, on grandit et on verra bien comment on sera rentable. Et ça a vraiment changé. Donc, on est sur quand même des perspectives un peu plus saines. Ça veut dire aussi que les valorisations sont plus attractives parce que pendant quelques années, justement, la valeur qui était demandée par les entreprises pour faire rentrer les actionnaires était complètement décorrélée du stade de développement des sociétés dans lesquelles elles se trouvaient. Il y a une qualité d'entrepreneur qui continue à monter. Ça, c'est grâce à tout le travail qui a été fait en Belgique, en France, partout en Europe, par tous ces incubateurs, ces accélérateurs publics, privés ou les deux, qui ont vraiment fait énormément de travail pour expliquer aux entrepreneurs quelles sont les sources de financement, comment voilà, créer, faire grandir sa société. Et donc, on est sur des entrepreneurs, je trouve, qui sont d'une grande qualité de plus en plus. Et donc, ça, c'est vraiment un atout pour les investisseurs. Et donc, voilà, et comme je dis, il y a un peu moins de bruit aujourd'hui dans l'écosystème avec, entre 2019 et 2021, beaucoup de gens qui étaient dans l'investissement dans les startups qui probablement n'auraient jamais dû y être. Et donc, qui faisaient gonfler les valorisations des sociétés et qui créaient des situations assez complexes. Alors, quelques idées préconçues sur l'activité de business angel. Alors, la première, c'est de dire bah, il faut s'y connaître en entrepreneuriat ou être un expert en finance ou être un serial entrepreneur pour investir dans les startups. Non, en fait, c'est pas le cas. Comme je vous l'expliquais chez B-Angels, par exemple, on a une variété assez forte de gens qui commencent à investir en tant que business angel. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. Donc, des gens qui ont à la fois monté des entreprises, et qui les ont revendus, et des gens qui sont plutôt dans des grandes entreprises, dans des grands groupes, ou tout simplement qui sont experts en ressources humaines ou en marketing, bah, qu'en fait, quand on met ces gens ensemble, ça devient très puissant pour les startups. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Nous, chez B-Angels, on y reviendra en plus, voilà, on fait des académies, et il y a beaucoup de réseaux, je pense, hein, qui ont des petits modules de formation pour les business angels. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt comprendre les mécaniques, comment ça marche d'investir dans les startups, comment est-ce qu'on doit le faire, quel est le rôle que je dois avoir moi en tant qu'investisseur, quelle est la stratégie d'investissement que je dois mettre en place, quel est peut-être le produit d'investissement que je dois choisir par rapport à mon profil. Donc, c'est surtout ça qu'il faut faire et faire un petit peu sa propre stratégie d'investissement en disant, voilà, dans quoi est-ce que enfin, quelle est mon expertise, mon expérience, qu'est-ce que je peux apporter aux startups, comment je vais l'apporter et comment je vais finalement me mettre avec d'autres personnes pour pouvoir apporter cette expérience très complète à l'entrepreneur. Donc, comme je le disais, nous, par exemple, chez B-Angels, les membres, et c'est compris dans le membership,
ont accès à la B-Angels Academy qu'on a mis en place depuis de nombreuses années. La B-Angels Academy, c'est 8 modules de formation qui sont donnés par des business angels du réseau. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on donne un petit peu de théorie sur, par exemple, bah, tiens, comment est-ce qu'on trouve des dossiers, comment est-ce qu'on doit analyser des dossiers, comment est-ce qu'on devient membre d'un conseil d'administration de start-up et surtout, comment est-ce que je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire en tant que business angel. L'entreprise me demande de refinancer. Est-ce que je dois le faire, je ne dois pas le faire? Donc, en fait, voilà, comment est-ce qu'on gère en fait l'angel investing dans une stratégie de gestion de portefeuille. Donc, en fait, on va essayer de donner des clés justement pour comprendre ces mécaniques-là. Et il y a un peu de théorie, mais il y a surtout beaucoup de partage d'expériences de nos membres. Parce qu'en fait, comme je le disais, les business angels, ce sont des personnes privées comme vous, comme moi, qui commencent à investir dans les startups. Et donc, je n'ai pas les mêmes goûts que la personne d'à côté. Je ne vais pas m'entendre de la même façon que la personne d'à côté avec une équipe. Il y a certains qui vont dire, je n'investis jamais dans telle typologie de dossier. Moi, ça va peut-être me plaire. Donc, en fait, ce qui est très puissant dans cette académie, c'est le partage d'informations de gens qui ont déjà des portefeuilles et qui vont aussi vous dire, voilà comment moi, j'aborde cette question. Alors, il faut être très fortuné pour devenir business angel. Alors ça, c'est quelque chose, quand moi j'ai commencé dans ce milieu des business angels, c'est vrai qu'on disait toujours, bah, est-ce que ce n'est pas une activité qui est réservée à finalement ces gens qui ont fait fortune dans les startups et qui commencent à investir en tant que business angel? Parce que c'est vraiment là que le concept s'est fort développé. C'était après la bulle Internet où voilà, il y avait eu vraiment des fortunes qui s'étaient créées et des gens qui finalement, issus de l'entrepreneuriat, voulaient réinvestir dans l'entrepreneuriat. Alors, moi, je dirais que dans un sens, oui, attention, je dirais ce n'est pas pour toutes les bourses. Donc, il faut mesurer, la première chose, l'investissement que l'on consacre à cette activité, comme on dit, pas plus de 5 à 10% de son patrimoine liquide, c'est-à-dire de nouveau, on ne peut pas décider quand on veut de revendre ses parts, donc il faut vraiment prendre ça en compte. Il faut pouvoir se permettre de tout perdre et se dire qu'on va justement rejoindre un réseau comme B-Angels ou un autre pour essayer d'apprendre un petit peu comment le faire de la meilleure façon possible. Et il faut se dire qu'en plus, il faut garder de l'argent pour réinvestir. En fonction des réseaux de Business Angels, vous avez plusieurs façons de fonctionner. Chez B-Angels, on a la particularité, on est les seuls en Europe, à avoir créé 5 façons de devenir un Business Angel. Et ça peut commencer, on le verra, à partir de 10 000 euros, où vous pouvez avoir un portefeuille déjà d'investissement. Vous pouvez sinon être Business Angel, mais c'est des montants plus importants. Donc là, il faut un peu voir quel est le montant qu'on veut consacrer à cette activité, sachant qu'il faut se créer un portefeuille, comme dans toute classe d'actifs, idéalement à terme une petite dizaine minimum, et se dire que la startup, elle va revenir pour vous redemander du financement dans 18 mois, généralement, parce que ce qu'elle avait imaginé ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu. Et ça, c'est généralement normal dans 95 ou 95% des cas. Et donc, il va falloir pouvoir réinvestir pour soutenir les sociétés qui vont bien, dans lesquelles vous continuez à croire. Et c'est aussi ça qui va faire la différence pour la rentabilité totale du portefeuille. Et alors, effectivement, on ne peut pas devenir business angel, je dirais, individuellement, comme avec des montants de crowdfunding. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, quand ils viennent chercher des business angels, ils viennent chercher des gens qui vont investir un certain moment, un certain montant. Ils n'en veulent pas une pléthore dans ce qu'on appelle la table de capitalisation, donc dans leur actionnariat, parce qu'après, ça devient difficile à gérer. Et donc, les attentes des entrepreneurs, c'est aussi, voilà, si on vient voir un réseau de business angel, on a des gens qui peuvent investir un certain montant et qui peuvent avoir une certaine implication. Alors, chez B-Angels, comme je le disais, il y a des façons de se regrouper de différentes façons, on va le voir, pour pouvoir investir des plus petits montants, mais on n'a pas forcément ce rôle de business angel parce qu'on n'est pas dans des montants qui permettent encore d'être en tout cas très proactif, mais on peut toujours aider. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dirais oui et non, parce que oui, ça demande un certain engagement en patrimoine. Oui, il faut pouvoir se permettre de tout perdre. Il faut bien comprendre la mécanique quand on se lance pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais non, parce qu'il existe plusieurs façons de devenir business angel. Alors, est-ce qu'on se dit, tiens, c'est un moyen de gagner rapidement de l'argent? Alors ça, non, ce n'est pas de la spéculation. Le business angel investing, c'est ce qu'on appelle en anglais du capital patient. Donc, quand on investit dans une startup, il faut se dire qu'en moyenne, on va mettre peut-être 7 ans, donc quand la société va bien, en moyenne, c'est en moyenne 7 ans après qu'on va récupérer son investissement et idéalement une plus-value. Il faut savoir que dans l'activité d'investissement dans les startups, ce qui ne va pas bien très rapidement. Donc,
en fait, dans son expérience de business angel, et c'est pour ça que c'est important de rejoindre un réseau pour savoir à quoi s'attendre, on va généralement commencer par perdre de l'argent. Hein, l'argent qu'on avait mis de côté. Pourquoi? Parce que les startups qui vont pas bien, ça va très rapidement. Les fondateurs se séparent. Le produit, en fait, ben, on croyait qu'il collait au marché, en fait, il colle pas. Et donc, voilà, bon, ben, ça marche pas, on arrête. Par contre, ce qui marche bien va mettre du temps parce que comme on investit dans les choses qui sont innovantes, qui sont assez disruptives, comme on dit, eh bien, ça prend du temps. Donc, en général, il va falloir passer le cap des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans pour vraiment voir des sociétés décoller, et parfois décoller de manière spectaculaire dans le bon sens du terme. Et il est très difficile de prédire ce qui va marcher. Hein. Donc, voilà, on investit dans une équipe. Parfois, cette équipe change. L'activité se passe dans un écosystème qui évolue. Donc, voilà. Et le plus important pour les business angels, finalement, comme on investit très tôt, on investit finalement beaucoup dans l'équipe, dans sa vision, sa capacité d'exécution. C'est vraiment l'équipe qui compte le plus. Et en gros, on prend le premier risque généralement en dehors de l'entrepreneur et de son cercle proche, pour dire, bah voilà, on croit dans votre vision et on va financer les premiers 12-18 mois pour voir jusqu'où on arrive et ensuite, bah, éventuellement, on refinance, etc. Voilà. Et donc, effectivement, les startups sont plus agiles pour s'adapter à leur environnement, mais aussi elles sont souvent impactées de manière beaucoup plus importante quand il y a une crise parce qu'elles n'ont pas des bas de laine gigantesques pour pouvoir tenir en termes de trésorerie. Donc, c'est certainement pas de la spéculation et c'est certainement pas un moyen de gagner rapidement de l'argent. Et surtout, quand on est un vrai business angel ou une vraie business angel, ça prend du temps, ça prend de l'engagement, mais parfois, c'est ce qui plaît aussi. C'est différent comme type d'investissement. Voilà, donc évidemment, la diversification est clé. Dans notre activité de business angel, comme dans beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller voir des organisations qui vous permettent d'apprendre et de comprendre dans quoi vous mettez les pieds afin que cette expérience de business angel soit la plus lucrative possible, à tout sens du terme, de nouveau financièrement, mais aussi pour vous, pour votre apprentissage personnel. Et c'est un engagement à long terme, on le dit. Donc voilà, il faut vraiment avoir ça en tête quand on commence en tant que business angel. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Je vais terminer sur quelques informations à propos de B-Angels et puis après, je serai ravie de répondre à vos questions. Mais comme ça, vous voyez un petit peu qui nous sommes. Donc aujourd'hui, on est le réseau de Business Angel Leader en Belgique. On a à peu près 500 membres qui sont affiliés chez nous. On est aussi actif au Luxembourg et on a des partenariats privilégiés avec 2 fonds d'investissement en Suisse et en France. En France, c'est Asterion Ventures qui n'investit que dans des sociétés à impact, que dans des primo-entrepreneurs à partir de tickets de 10 000 euros par investisseur par société. Et Verve Ventures qui là fait des dossiers beaucoup plus importants à travers l'Europe. Et là aussi, c'est des tickets de 10 000 euros par société. On y reviendra. Donc, on est très impliqué, je dirais, à la fois en Belgique, au Luxembourg, mais aussi avec ses partenariats internationaux. Et on est très actif au niveau européen, puisqu'on est un des cofondateurs de l'association qui représente toute l'activité de Business Angel en Europe. Et à côté de la communauté d'investisseurs qu'on anime, et ça, c'est vraiment la particularité de B-Angels, on a créé, comme vous le disais, plein de façons d'être actif chez B-Angels. Et donc, je vais vous montrer après comment on fait ça. Donc, par exemple, les gens chez nous, bah, voilà, ils peuvent dire, bah, voilà, moi j'ai envie d'être actif, j'ai du temps. Et donc, bah, certains vont devenir business angel dans la définition qu'on entend historiquement. C'est des gens qui vont en général investir autour de 25 000 euros par ticket par tour de table en Belgique, d'accord? Dossier par dossier, qui vont venir à nos événements ou se connecter pour voir les dossiers et qui vont prendre leurs propres décisions d'investissement. Ils vont investir avec d'autres qu'ils trouvent dans les réseaux ou en dehors. Et souvent, ils vont avoir une volonté justement de dire, voilà, moi, je veux être un business angel, je veux prendre mes propres décisions d'investissement, je veux rentrer dans un conseil d'administration pour pouvoir aider les sociétés dans les secteurs voilà, que je connais bien et où je peux vraiment aider. Il y a maintenant 10 ans, on a lancé des groupes d'investissement. Et ça, c'est vraiment une super formule pour apprendre. Et donc, en fait, là, on met 20 000 euros dans un pot commun
Et ces 20 000 euros, on va les investir déjà dans 3 sociétés. Ça veut dire que là, on va déjà avoir un effet portefeuille, que là, on va devoir se constituer son portefeuille dossier par dossier en se mettant quelque part un objectif de taille de portefeuille. Ici, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à devenir business angel. Et pendant un an, les personnes qui choisissent cette formule vont avoir un ou deux coachs business angel qui ont déjà un certain niveau d'expérience. Et ils vont une fois par mois se réunir, ils vont voir les dossiers qu'ils présentent lors d'un événement et ensuite, ensemble, ils vont vraiment mettre à profit l'intelligence collective et le fait d'être en fait assez différents dans ces groupes. Donc, on a vraiment de tout, des entrepreneurs qui ont vendu leur société, des managers, des avocats, des banquiers, des gens voilà, qui sont indépendants, mais tous ces gens qui s'intéressent à l'innovation et à l'investissement, ils vont pendant un an travailler ensemble pour se constituer un portefeuille de 3 sociétés. Ils vont donc avoir ce coaching et participer à notre académie. Et ça, c'est une super formule qui demande aussi du temps et qui est pour des profils qui veulent plutôt être actifs et être en apprentissage. Après, on a aussi, et je le disais, plein de formules pour être plus passifs. Donc ça, c'est plutôt des gens, soit qui n'ont pas le temps ou qui veulent vraiment juste faire de la diversification de portefeuille. Et on a des produits qui commencent chez nous à partir de 10 000 euros. Donc, à partir de 10 000 euros, on peut investir dans ce qu'on appelle un fonds tracker. Le fonds tracker, il va co-investir pendant toute l'année sur base des décisions d'investissement des membres de B-Angels. Donc, chaque fois qu'il y a des membres chez moi qui ont pris une décision d'investissement suite à une analyse et qui vont investir dans un dossier et qui vont participer à la gouvernance, et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser une partie de ce qu'on a dans ce petit fonds pour co-investir. En Belgique, ce sont des sociétés simples qui donnent accès, par exemple, au tax shelter pour start-up si la société est éligible. Et donc ça, on a beaucoup de gens dans ces trackers qui ne sont pas forcément voilà, des business angels, qui n'ont pas forcément le temps maintenant, mais qui disent, ben voilà, B-Angels va, au cours de l'année, me constituer un petit portefeuille de 8 startups dans lesquelles j'ai investi avec 10 000 euros. Donc, c'est vrai que normalement, avec 10 000 euros, vous l'avez vu, ben, on ne peut pas avoir un portefeuille, on ne peut pas investir 8 fois 10 000 euros dans une société. Enfin, ce n'est pas le même type de patrimoine. Donc, voilà, ça, c'est une solution. On a Elevate qu'on vient de finir pour la première version, qui est là, c'est plutôt pour soutenir les étudiants entrepreneurs. Donc là, on va encore plus tôt et on va vraiment aider les étudiants qui sont dans des incubateurs proches des universités en Belgique, au Luxembourg et dans le nord de France, avec Campus Fun, à sortir des incubateurs et on va constituer des petits fonds qui vont justement aussi, d'une part, aider ces étudiants entrepreneurs et aider les investisseurs à partir de 10 000 euros à avoir un petit portefeuille de 8 sociétés, et ces sociétés étant des sociétés très jeunes, mais qui, on l'espère, deviendront voilà, de grands succès. Après, on a des fonds d'investissement. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour des gens qui n'ont pas le temps et qui veulent vraiment ce qu'on appelle de la gestion discrétionnaire. Donc là, il y a une équipe de gestion qui va investir dans les sociétés qui sont généralement après la phase de business angel, qui rentrent dans la phase de scaling up, ce qui permet d'avoir des équipes justement d'analyse parce qu'on est un peu plus loin dans le stade de développement. Et donc là, les tickets minimums sont plus importants. Par exemple, 150 000 euros pour notre fonds Scale Fund 3. Mais il faut savoir que par contre, c'est aussi investi sur plusieurs années. Donc, on s'engage sur 150 000 euros, mais finalement, le montant va grosso modo être investi sur 5 ans. Donc, on se dit, voilà, c'est 150 000 euros pendant 5 ans qui vont permettre d'avoir un portefeuille géré par des professionnels, un portefeuille de 15 à 20 sociétés qui seront généralement des scale-up en Belgique, au Luxembourg et en France. Et après, on a 2 partenaires qui sont Asterion et Verve, comme je le disais, qui sont des sociétés séparées, ce ne sont pas nos produits. Mais de nouveau, pour nous, c'était une super opportunité de travailler en exclusivité avec ces partenaires pour proposer à notre communauté de aussi faire autre chose, parce qu'en fait, les gens chez nous, ils ne choisissent généralement pas un produit, ils vont en choisir soit plusieurs en même temps, parce qu'il y en a où ils sont actifs et d'autres où ils sont plus passifs, soit en fonction de où ils sont dans leur expérience de business angel. S'ils ont du temps, pas de temps, ils vont choisir les choses. Et là, c'était une façon de leur donner de nouveau d'autres opportunités, comme je le disais, Asterion, qui aussi a cette vision, comme avec Verve et nous-mêmes, de démocratiser dans un sens l'activité de business angel. Donc, on peut commencer à partir de 10 000 euros. Ça, c'est dossier par dossier. Et donc, soit dans l'impact, soit dans des dossiers plus late stage. Et donc, ça, c'est vraiment la particularité de B-Angel, c'est que oui, on peut devenir membre, comme membre d'un réseau de business angel et commencer à faire ses investissements soi-même, sachant que les entrepreneurs ont des attentes par rapport au montant et sachant que vous, en tant qu'investisseur, vous devez vraiment avoir en tête
cette histoire de constituer portefeuille, etc. Ou vous pouvez participer dans quelque part des produits ou des services d'investissement qui permettent, à partir de 10 000 euros, de se constituer des portefeuilles ou d'investir un peu partout. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait de BeAngels un acteur assez unique en Europe. Voilà ce que je voulais vous partager dans le cadre de ce sommet des entrepreneurs. Et je vais arrêter le partage d'écran pour voir s'il y a encore des gens qui sont ici avec moi et qui ont entendu, puisque moi, je ne vous voyais pas. Oui, Claire. Bah, écoute, déjà un grand merci. Intervention de grande, grande qualité. J'ai une première question pour toi qui est dans le chat, donc je l'ai mise de côté. Lorsque la start-up est en croissance, est-ce qu'elle reverse des dividendes aux investisseurs? Une question de Axel. Merci beaucoup, Axel, pour ta question. Oui, merci Morgane et merci Axel pour la question. Alors non, comme je le disais, en fait, souvent les startups ne distribuent pas de dividendes. Donc les business angels, en fait, ils vont vraiment, leur plus-value, elle vient de l'accroissement de la valeur des actions dans la startup. Donc on va investir dans la startup jour 1, le jour 7, on espère que les actions vaudront plus. Mais c'est la seule façon de se rémunérer. Et les startups ne distribuent pas de dividendes justement parce qu'en fait, tout ce qui rentre dans la startup est utilisé pour financer la croissance. Et donc, même parfois, dans les packs d'actionnaires, les investisseurs vont empêcher la distribution des dividendes pendant 4 ans. Mais de toute façon, généralement, les 4 premières années, les startups ne génèrent pas beaucoup de revenus. Donc, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de dividendes. Alors, n'hésitez pas aussi pour ceux qui souhaitent à ouvrir les micros hein, ou à mettre dans le chat vos questions. Peut-être nous, on avait une question pour toi, Claire, parce que tu disais tout à l'heure que finalement, même quand un dossier ne se fait pas, tu apprends. Quelle serait pour toi peut-être ta plus belle leçon d'investisseuse, ou peut-être qu'il y en a plusieurs hein, durant toutes ces années Moi, je dirais que, enfin voilà, je crois que l'activité de business angel, c'est quelque chose. Voilà, quand les gens en fait viennent à nos forums d'investissement, qu'on organise une fois par mois, ce qu'on voit, c'est que les gens ont souvent des étoiles plein les yeux parce que c'est très concret l'investissement en tant que business angel. On rencontre des entrepreneurs, il y a des gens qui ont des histoires. Et en fait, moi, souvent, je vois que les business angels, quand ils rejoignent, bah, ils viennent à un premier événement pour voir s'ils veulent se faire membre ou ce qu'ils veulent faire. Et parfois, on a l'impression que voilà, on va se lancer dans quelque chose sans vraiment, parce que il y a cette excitation et on se dit waouh, non, mais le projet 1, 3, 5, génial, je vais le faire, etc. Et, euh, et on se dit, bah, finalement, c'est des startups, voilà, il n'y a pas quelque part, on s'entend bien avec l'équipe, on partage la vision, on y va. Et moi, je trouve qu'en fait, peu importe le domaine d'activité, bon, évidemment, nous, on recommande souvent d'investir dans ce qu'on connaît, ce qu'on comprend. Et souvent, c'est en fait, d'arriver à mesurer ce côté un peu gut feeling, de dire j'ai envie d'y aller, de dire, et c'est pour ça que nous, on apprend toujours aux investisseurs à faire leur stratégie d'investissement de business angel et de venir temporiser ça en disant, OK, j'avais dit que j'investirais jamais en biotechnologie et là, je suis en train de me dire que je vais commencer à investir en biotechnologie. Il y a un problème. Parce qu'en fait, vraiment, dans notre activité, alors après, à part si on le fait via des fonds qui sont gérés ou pas gérés, c'est totalement différent. Mais si on est vraiment dans cette dynamique business angel, moi, je dirais que c'est, voilà, ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose qui est hyper enthousiasmant. Mais il faut se rappeler que ça reste du capital risque et que nous, chez BeAngels, en fait, on voudrait que ça ne se transforme pas en philanthropie. Mais la philanthropie, c'est bien, mais ce n'est pas pour ça que les gens viennent chez nous. Et que donc, pour que l'expérience soit la meilleure possible, de se dire, OK, c'est génial, mais je me pose 2 secondes et je me dis, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Voilà, quelle aide voilà. Et par exemple, un entrepreneur, et ça peut être souvent décevant pour les entrepreneurs, mais si on dit, voilà, moi je vais investir, je vais t'aider, je vais t'apporter des contacts et qu'on ne le fait pas, ben ça, c'est un problème pour les entrepreneurs. Donc simplement, mais ça peut faire partie de la stratégie d'investissement, de dire, rappelle-toi, en ce moment, tu n'as pas de temps, donc n'en promets pas, n'en promets pas aux entrepreneurs, ne rentre pas dans un conseil d'administration si tu sais que tu ne vas pas pouvoir y aller. Donc voilà, moi je dirais le conseil, en tout cas pour les business angels, simplement de évidemment garder, parce qu'on adore hein, cette énergie et cet enthousiasme, mais simplement juste de temporiser en se disant, voilà, ça reste du capital risque, ça reste on peut quand même faire quelques vérifications, faut pas oublier de les faire. Voilà. Génial. Moi, j'ai une Bruno? question. Ouais. Bonjour, hein. Merci déjà pour la présentation. J'ai une question plus. J'ai peut-être loupé quelque chose au début, mais j'aimerais savoir un petit peu le profil des sociétés start-up
Est-ce que tu as comment dire, une sorte de pondération? Je dis, est-ce que c'est 99%, 99% pour les Français, désolé, dans la technologie, la biotechnologie, ou bien, tu vois, c'est un peu Oui. ce genre de profil que j'aimerais bien savoir. Ouais, alors en ce qui concerne BeAngels, nous, on est assez agnostique parce qu'en fait, on a quand même presque 500 membres qui ont tout type de profil, donc bah, ils aiment tous des choses différentes. Mais il n'y a que deux secteurs que nous ne faisons pas, qui sont l'immobilier et l'ORECA. Ok. Ça ne veut pas dire que si on a des choses innovantes dans l'immobilier, dans l'ORECA, on ne va pas regarder. Donc, imaginons il y a une plateforme de crowdfunding immobilier qui vienne, ça, on va regarder. Mais on ne va pas regarder quelqu'un qui veut se financer pour acheter un bien immobilier. Pour ça, il y a des banques et des hypothèques. Et l'ORECA, ce n'est pas les mêmes business models en général, hein. Donc, on est sur des gens qui veulent créer un lieu de vente. Mais par contre, si c'est innovant dans la façon dont on veut amener un produit sur le marché, là, on va regarder. Donc, par exemple, un des dossiers que vous connaissez certainement tous qu'on a fait, c'est Brussels Beer Project. Quand ils sont venus nous voir ils avaient commencé et ils voulaient créer leur propre première brasserie avec un modèle innovant. Ça, on va regarder. Mais sinon, c'est assez divers. Évidemment, on voit beaucoup de choses tech quelque chose, parce qu'on est beaucoup dans la transformation digitale de l'économie et des métiers, donc beaucoup dans l'éducation, beaucoup dans la finance, beaucoup dans l'assurance, etc. Beaucoup de SaaS, logiciels, etc. Et puis après, on va avoir quand même quelques dossiers dans la santé. Alors la santé au sens large, on a quand même des dossiers de biotechnologie qui viennent chez nous, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui aiment ça chez nous. Tout ce qui est dispositifs médicaux et tout ce qui est e-santé. Et puis après, on a un petit peu de tout. Sur notre site web BeAngel, vous verrez voilà, c'est assez divers. Mais la composante principale, c'est qu'il faut que ce soit des dossiers innovants, parce que c'est ce que nos business angels veulent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça doit avoir un fort potentiel de croissance, parce qu'en fait, le risque qui est pris individuellement sur chaque dossier est très important. Donc, il faut que le potentiel de rendement futur soit très important pour compenser le niveau de risque. Donc, on va regarder ce qu'on appelle dans notre jargon la scalabilité, l'effet d'échelle. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un effet d'échelle? Mais nous, donc, quand nos business angels voient les dossiers, on les a vus. Donc, là, nous, notre rôle chez BeAngel, c'est d'aller chercher le plus de projets possibles en Nord-de-France, Belgique, Luxembourg, qui correspondent à nos critères. Puis, on va avoir un comité de présélection. Enfin, quelqu'un en interne, en fait, chez moi, fait une première sélection avec les critères d'exclusion, regarder combien ils cherchent, donc généralement entre 100 000 et 500 000 euros. Et puis après, on a un comité de présélection qui va avoir les dossiers pendant un quart d'heure. 7 minutes de présentation de l'entrepreneur, 7 minutes de questions-réponses, avec quelques critères de cotation. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de déterminer si a priori, dans notre réseau, il y a des gens que ça peut intéresser. Et là commence le travail des business angels, c'est-à-dire, OK, le projet 3 m'intéresse parce que je connais le domaine et je vais commencer à discuter entrepreneurs pour voir si je veux investir. Mais c'est les business angels eux-mêmes qui vont faire l'analyse. Parce que finalement, l'analyse dans les dossiers de start-up, ben voilà, c'est chacun va avoir son propre prisme. De nouveau, il y a des bons réflexes à avoir. Et dans les fonds d'investissement, de nouveau, c'est différent parce que ça, c'est géré. Alors, sans vouloir exagérer, encore une autre question. Est-ce que déjà la formation, est-ce qu'elle est payante? Est-ce qu'il y a une Alors, inscription oui, alors la formation, elle est inclue dans le membership pour les membres BeAngels. Donc, on a une cotisation pour les gens qui veulent devenir membres chez nous, investisseurs, c'est 1 000 euros par an, avec un droit d'entrée, et l'académie est comprise dedans. Il est possible, alors on a des gens, par exemple, qui disent, oui, moi, le Business Angel, je ne sais pas, mais l'académie m'intéresse. Et donc là, il y a un tarif pour participer à l'académie qui est séparé. Donc ça, je pourrais vous donner plus d'informations. Mais... Merci. Alors, j'ai une question dans le chat pour toi, Claire, de Marilyn Villon. Quelle est la défiscalisation possible en tant que professionnel? Dans quel pays? Marilyn, si tu sais spécifier, Ouais. s'il te plaît, En en France, France. ah, ouais, alors là, je vais pas avoir toutes les informations, hein, Marilyn, je suis désolée. Mais par contre, il y a une association en France qui s'appelle France Angels, qui est vraiment l'association qui chapeaute tous les réseaux de Business Angels en France et qui va avoir ce genre d'informations sur la défiscalisation possible. Et donc voilà, il y a un sénateur, Paul Midi, en France, qui vient de faire beaucoup de bruit parce que justement, il veut vraiment encourager les gens à devenir business angel, à prendre des risques dans l'économie réelle. Donc, il y a toute une série de nouvelles
à mon avis, de normes fiscales qui vont sortir. Mais là, voilà, je pense qu'il vaut mieux se renseigner auprès de France Angels. Moi, je n'ai pas les informations pour la France. En tout cas, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations. Super, merci beaucoup Claire. Et alors j'ai une autre question qui est assez intéressante. Bon déjà, la personne te remercie pour ton exposé qui est très intéressant et enrichissant. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser des investisseurs? Et si oui, quel type de profil vous avez refusé déjà? Alors, oui, alors effectivement, on est en contact avec toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le réseau. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que justement, notre particularité, c'est d'avoir plusieurs produits et services. Et donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est un peu quel est le profil de la personne, est-ce qu'elle a déjà investi dans des startups ou pas, quel est le temps disponible pour pouvoir orienter au mieux. Pourquoi? Pour l'investisseur, mais aussi pour les entrepreneurs, qu'ils n'aient pas des gens qui soient business angels, qui en fait n'ont pas le patrimoine, n'ont pas le temps, ça dessert tout le monde. Donc nous, c'est vrai qu'on rencontre tout le monde. Et on peut refuser des gens. Alors les gens qu'on va refuser, c'est généralement parce qu'ils n'ont pas vraiment la volonté d'investir. Donc des gens, par exemple, qui vont vouloir être coach, vouloir être mentor, vouloir être consultant. Et donc dire, bah voilà, moi, par exemple, pour l'instant, j'ai pas de patrimoine disponible, mais je peux faire de la consultance et alors me faire rémunérer comme ça par l'entrepreneur. Bah, ça, c'est des gens qu'on n'acceptera pas dans le réseau parce que les entrepreneurs, ils ont besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin d'en dépenser. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, en fait, justement, on cherche des gens, peut-être des consultants, mais qui vont être business angels et qui vont dérisquer leur investissement en apportant leur expérience sans la faire rémunérer. De nouveau, c'est très important. Donc, nous, on a une charte de conduite et voilà, ça aussi, ça peut éliminer certains investisseurs qui est notre compréhension, ou voilà, nos valeurs par rapport à la façon dont on doit interagir entre nous. Donc, les notions de respect, hein, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. L'investisseur n'est pas plus important que l'entrepreneur. Il peut y avoir des notions d'équilibre, de respect, de confidentialité, de non-conflit d'intérêt. Et voilà, donc c'est un peu, on a cette charte de bonne conduite sur comment nous, on pense que c'est correct d'être business angel dans le réseau. Et très rarement, on en a exclu. Quand justement Super. les relations, enfin voilà, les interactions ne correspondaient pas aux valeurs qu'on souhaitait porter. Très clair, merci beaucoup, hein. Alors, très clair du coup, Claire. Petit jeu de mots sans avoir fait exprès. Alors, quelqu'un te remercie puisque tu as su casser les mythes que la personne avait apparemment sur le fait d'être un business angel. Donc, tu as super bien expliqué ça. Et bien ensuite, une autre question. Est-ce que tu veux bien expliquer pour Sophie la définition de pré-seed, post-seed, série A, etc. Voilà. Ah oui, c'est vrai que souvent on utilise des acronymes, on ne se rend même plus compte qu'on parle du charabia. Et donc en fait, on va dire que pré-seed, c'est vraiment, donc seed, amorçage, quoi, pré-amorçage. Pré-seed, c'est vraiment le début de l'histoire entrepreneuriale. On a une idée, mais on doit encore prouver quelque part avec ce qu'on appelle des produits minimum viable product, donc des premiers produits, des premières itérations. On doit prouver quelque part qu'il y a quelque chose. C'est vraiment le pré-amorçage ou la spin-off universitaire. Voilà, on sort, on était dans un laboratoire de recherche. On dit, ah tiens, on va pouvoir créer une société. On va la sortir du labo. Ça, c'est du pré-amorçage. On n'a pas de revenus. On est vraiment sur le tout début. Le seed, qui est vraiment là où les business angels aiment bien intervenir, c'est qu'on commence à avoir quelque chose. On voit qu'il y a de l'attraction, on voit que le marché commence à prendre, on commence à avoir des clients, alors payants, pas payants, ça dépend un petit peu de l'activité, etc. Mais voilà, on a passé ce stade où quelque part, on n'avait pas grand-chose de matériel. Là, on commence à avoir du matériel, on a envie d'accélérer. Ça, c'est là que les business angels adorent intervenir. C'est encore jeune, il y a encore beaucoup de choses à faire et donc du coup, on peut apporter cette pierre à l'édifice pour essayer d'aller plus vite. Et après, en fait, les business angels, comme vous l'avez compris, ils vont souvent être sollicités pour investir plusieurs fois. C'est normal, hein, donc, parce qu'il n'y a personne tout de suite qui va prendre le relais, hein. Donc, on investit pour les 12-18 premiers mois, puis la société va dire, tiens, allez, on passe à la prochaine étape. OK, est-ce que je réinvestis? Je ne réinvestis pas. D'ailleurs, nous, on apprend justement que ça ne doit pas être automatique. Ce n'est pas parce qu'on a investi qu'on doit suivre automatiquement. C'est une nouvelle analyse. Est-ce que j'investis? Je réinvestis. Jusqu'à ce que, bah, voilà, il y ait des fonds de capital risque
qui vont intervenir généralement ce qu'on appelle en série A, qui sont vraiment les premières levées de fonds structurées. C'est série A, B, C, qui correspondent à en fait des stades où on a ce qu'on appelle le product market fit. Donc, on a vraiment complètement craqué ce problème de dire est-ce que j'ai le bon produit pour le bon marché? On a vraiment la bonne équipe. On commence vraiment à générer du revenu qui commence à être significatif de manière mensuelle ou annuelle. Là, les fonds de capital risque commencent à s'intéresser. Et le premier tour de financement d'un fonds de capital risque structuré, c'est la série A qui correspond à des levées de fonds aux alentours, je sais pas moi, de 2 à 5 millions. Puis après, il va y avoir la série B, c'est 5 millions ou plus. Et puis la série C, puis la série D, puis etc. Donc c'est ça l'alphabet des levées de fonds en série. Super, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas J'avais à encore mettre une votre micro. question. Ah, Aude, Oui, je t'en prie, vas-y. oui, j'avais vu qu'il y avait Marilyn justement qui demandait, du coup, si on est basé en France, donc est-ce qu'on peut investir via B-Angels? Et peut-être si pas, quelle serait toi ta recommandation pour des gens basés en France qui souhaiteraient aller faire du business angeling? Oui, alors on a quelques Français qui sont actifs chez B-Angels, mais ils sont plutôt actifs soit dans nos trackers, soit dans les fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas vraiment jouer ce rôle de business angel, quoi. Ils ne peuvent pas venir aux événements. Alors, ils peuvent venir en visio, mais ils ne peuvent pas rencontrer les entrepreneurs, etc. C'est plus compliqué. Donc, souvent, ils sont dans des produits plus passifs, sauf s'ils ne sont pas très loin, quoi. Hein, s'ils sont à Lille ou je sais pas loin, ça c'est pas un problème. Mais dès que c'est plus loin, surtout qu'en fait quand on est business angel, on a envie de suivre les sociétés, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, pour les produits passifs, aucun problème. Et sinon, ce que je disais, voilà, il faut aller voir sur le site de France Angels qui va répertorier tous les réseaux de business angel, y compris alors soit dans sa ville ou dans sa région. Ou Marilyn, il y a par exemple le réseau Femmes Business Angels en France, qui est un des premiers réseaux de business angels féminins en Europe et qui a des membres un peu partout en France. Donc, en fonction de son appétence, on peut aller voir un petit peu. Ou alors, il y a des groupes carrément de secteurs. Il y a Mer Angels pour ceux qui veulent investir dans la navigation. Il y a Insure Angels pour investir dans l'assurance. Il y a Défense Angels pour ceux qui veulent investir dans la défense. Il y a les Business Angels des bois et forêts. Donc en France, ils ont vraiment, c'est un grand écosystème. Ils ont vraiment aussi commencé à développer des verticales. Et en Belgique, il n'y a pas la Bière Angels, non? Alors non, Bruno, je suis désolée, pas encore. Mais il y en a au forum d'investissement souvent. Et non, blague à part, il n'y a pas. En fait, l'écosystème est quand même trop petit pour pouvoir commencer à créer des verticales avec. Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est de recevoir suffisamment de dossiers dans ce secteur-là. Et donc, si on n'a pas suffisamment de dossiers, alors ça rentre dans l'entonnoir global. Et alors, on essaie par contre. Voilà, on a des brasseurs ou autres qui sont dans le réseau en tant qu'investisseurs et donc voilà, qui peuvent investir dans ce domaine-là parce qu'ils connaissent très bien. Est-ce que vous avez des startups, par exemple, dans la production d'hydrogène, puisqu'on parle un peu on parle pas mal de ça, hein, Oui. pour essayer de paralléliser les voitures électriques. Oui. Alors, on en a vu passer, on n'en a pas financé à ma connaissance, en tout cas depuis que je suis là, parce que parfois, tout ce qui est dans les nouvelles énergies, c'est des montants d'investissement qui sont très, très importants. Et quand c'est des montants d'investissement très, très importants, ce n'est pas forcément adapté aux business angels. Parce que les business angels, voilà, ils investissent, ils vont réinvestir, mais ils ne vont pas pouvoir suivre quand il commence à y avoir des levées de fonds de plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, quand on est vraiment sur des projets comme ça, les business angels ne sont pas les meilleurs partenaires. Ça ne va pas trop les intéresser parce que ils y mettent le petit doigt, puis ils vont sortir avec l'épaule. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre dans un seul dossier. Donc là, c'est plutôt des fonds d'investissement impact ou dédiés à l'énergie qui vont pouvoir investir dans les dossiers très tôt et justement avoir cette capacité de financement de manière structurée de les suivre assez loin. Merci. Et dans l'agriculture? Et dans l'agriculture, oui, on en voit pas mal, oui. Dans tout ce qui est agritech, ça, on en voit pas mal. En France, en Belgique d'ailleurs. Ouais. J'ai une question, Claire, aussi de Sophie par rapport, tu disais tout à l'heure, quand c'est un succès, souvent on voit après 7 ans.
Elle demandait comment tu définis un succès, c'est quel niveau de rentabilité qui fait que on peut dire c'est un succès. Alors, effectivement, il y a plusieurs mesures du succès. Le succès dont je parlais tout à l'heure, c'était le succès en tant que business angel. Donc, c'est-à-dire que l'expérience généralement du business angel, alors s'il n'est pas préparé, mais donc on essaie de le préparer au mieux, comme je disais, voilà, on commence à investir et on commence à perdre. Donc, déjà, il faut être préparé parce que, comme je disais, ce qui ne va pas d'abord. Enfin, ça arrive en premier. Et puis après, on a cette espèce de longue traversée du désert où en fait, on a des sociétés en portefeuille, il ne se passe pas grand-chose, et on se dit qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que je fiche dans ce bazar? Et puis à un moment donné, on commence à avoir des sorties où on commence justement à récupérer son argent, voire à faire des plus-values. Et c'est là qu'on se dit, ah non, en fait, ça marche, c'est un cycle, et donc je vais récupérer et avec les plus-values ou autres, je vais pouvoir commencer à réinvestir dans des nouveaux dossiers parce que j'avais plus d'argent, mon portefeuille quelque part était fait. Donc là, c'est le succès du business angel qui, quelque part, a rentabilisé son activité de business angel. Et sachant que quand on investit dans un portefeuille de 10 sociétés, on dit toujours attention, on va perdre tout dans 3 à 5 sociétés. On en a voilà, 2, 3, 4 qui vont voilà, juste rembourser l'argent. Et puis on en a une ou deux qui vont tellement bien fonctionner que c'est elles qui vont venir faire toute la rentabilité du portefeuille. C'est comme ça que ça marche chez nous. Donc là, c'était plutôt le prisme de l'actionnaire que j'expliquais. Mais c'est vrai que pour une société, ben voilà, c'est la rentabilité, c'est le fait de pouvoir passer des paliers de développement, de pouvoir s'internationaliser. Donc voilà, la mesure du succès est différente. Mais là, je parlais vraiment du point de vue du business angel qui justement arrive au moment où il commence à réaliser de manière positive certains de ses investissements. Sophie, n'hésite pas à dire si la réponse te convient ou si tu as d'autres questions, hein. Oui, il y a Valérie qui demande quel est le taux de rendement d'un portefeuille à succès. Alors, le taux de rendement je dirais, qu'il y a dans la littérature, mais que nous aussi, on a pu constater, on a fait une étude dans le cadre des 20 ans de B-Angels, on arrive d'ailleurs aux 25 ans cette année, et on avait vu que le taux de rendement était aux alentours de 20% annuel, ou un peu plus si on prenait en compte l'aspect fiscal. Ça, c'est des informations qui sont un petit peu biaisées ou qu'il faut prendre avec des astérix, c'est-à-dire, attention, c'est évidemment sur tout un portefeuille d'investissement parce que comme nos business angels investissent tous dans des choses différentes, de manière différente, nous, la seule manière de mesurer, c'était de mesurer comme si tout le monde avait eu le même comportement d'investissement au même moment, avait investi dans les mêmes sociétés qui n'ont pas marché, qui ont marché. Et donc, si on faisait ça, voilà, c'était un rendement annualisé autour de 20%, sachant que ça comprenait les sociétés dans lesquelles on avait tout perdu. Donc, c'est un bon rendement, mais qu'il faut prendre avec des astérix parce que, après, voilà, chacun, malheureusement, il y a des gens qui peuvent choisir systématiquement les mauvaises sociétés. Il y a des gens qui peuvent systématiquement choisir les bonnes. Comme ils investissent en direct, voilà. Pour les fonds, on a des rendements voilà, qui sont aux alentours aussi de 20% pour le premier fonds. Mais voilà, la littérature, en tout cas, était aussi autour de ça. C'est-à-dire, en tant que business angel, le rendement attendu peut être autour de 20% par an. Parfait. Et alors, on a une autre question de Marilyn. Est-ce qu'on doit être professionnel ou on peut, en tant que particulier, investir via... Mais généralement, tout le monde le fait en tant que particulier. Donc, c'est vraiment en tant que particulier. Mais néanmoins, si par exemple, je sais pas, si en Belgique, on a une société de management ou si on est propriétaire d'une entreprise, on peut tout à fait investir dans les startups avec son patrimoine privé ou professionnel. Mais c'est vraiment une activité, je dirais, qui n'est pas une activité, enfin, c'est une activité qu'on fait à titre individuel. Après, à voir de quelle façon on veut investir son patrimoine, quoi, via quelle poche. Parfait, merci beaucoup. Et moi, j'ai une question, j'en profite, on verra s'il y a encore une dernière question. C'est quoi la plus grosse erreur que tu remarques le plus chez quelqu'un qui veut démarrer ce chemin de business angel finalement? L'erreur numéro 1 qui te viendrait en tête. Alors, je dirais que parfois, l'erreur qu'on voit, c'est que business angel, c'est pas être CEO à la place du CEO. Et ça peut être compliqué pour des entrepreneurs qui investissent dans des... ou même d'ailleurs, peu importe le profil des gens qui investissent. C'est de se dire finalement, non, si on investit, c'est parce qu'on croit en priorité dans l'entrepreneur et dans l'équipe. Et donc, il faut savoir doser
ses attentes et ses demandes. Et donc, voilà, si on n'est pas au conseil d'administration, par exemple, parce qu'on n'a pas investi suffisamment, on ne va pas appeler l'entrepreneur toutes les semaines pour voir ce qui se passe. Non. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, c'est se dire on investit pour faire confiance et pour pouvoir apporter une valeur ajoutée, soit en tant qu'administrateur, soit quand l'entrepreneur nous sollicite, mais on n'est pas là pour souffler sur l'épaule de l'entrepreneur en disant tiens, ton business plan disait ça, tu ne l'as pas fait, comment ça se fait, je vais perdre mon argent. Ça, c'est le pire, quoi. Ou tiens, moi, regarde, avec mon expérience, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, et pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Parfait, merci beaucoup Claire. Alors, autre question, de nouveau de Marilyn. On touche des gains chaque année. Est-ce que c'est annuel, les rendements ou... Alors non, ce sont des rendements au moment où on revend ses actions. Donc, j'achète mes actions 2024. OK, je vais pouvoir les avoir éventuellement, hein, parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Je pourrais éventuellement revendre mes actions, peut-être en 2029, 2030, 2031. Et c'est à ce moment-là que je vais toucher de l'argent. Donc, il n'y a pas de rémunération stable et fixe comme dans d'autres classes d'actifs. Hein, d'accord? Donc là, on est vraiment tributaire de quand est-ce que mes actions vont être liquides. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur me rachète. J'ai investi et puis il me dit, bah voilà, au bout de 5 ans, merci beaucoup Claire, mais tu m'as aidé au début, là j'ai plus besoin, je génère suffisamment de chiffre d'affaires, je te propose de te racheter avec tel rendement, t'es d'accord, t'es pas d'accord, hein. Ou alors, bon, je vais partir en Nouvelle-Calédonie, chers amis B-Angels, est-ce que quelqu'un veut de mes parts? Et encore, ça, il faut que ce soit dans le même véhicule parce que sinon les entrepreneurs n'aiment pas trop voir débarquer des actionnaires qu'ils ne connaissent pas. Hein, ou ben voilà, tiens, tel fonds d'investissement va investir, cher Business Angel, merci beaucoup d'avoir joué votre rôle, je vous rachète, tel rendement, vous voulez pas. Donc, il n'y a pas de. C'est très différent de quelque chose où vous auriez une rentabilité certaine, voilà, annuelle ou mensuelle. On sait jamais quand ça tombe, hein, enfin, en tant que Business Angel, parce qu'on ne maîtrise pas du tout le timing de l'entreprise. C'est pour ça que tu parlais de liquidité dans ta présentation. Il Oui. faut justement pouvoir laisser son Il ne faut investissement. pas avoir besoin de l'argent qu'on met. Exact. Voilà, on ne doit pas en avoir besoin. On doit pouvoir se permettre de tout perdre. Ça, c'est vraiment la base. Génial. Alors, la dernière question De de perdre ce qu'on Sophie. met, parce que je vois Patrick qui dodeline de la tête. Il ne faut pas pas tout perdre son portefeuille, hein, mais il faut pouvoir se dire qu'OK, cet argent-là, je vais le gérer au mieux. C'est pour ça que j'encourage rentrer dans un réseau. Je vais essayer de le faire au mieux. Mais si je perds cet argent, je ne vais pas, voilà, c'est pas vital. Parce que s'il y a un risque, en fait, son comportement de business angel, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il change. Donc, si on est trop stressé, qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'on a mis 25 000 euros dans une boîte, ça ne va pas aller. Parce qu'en fait, celui qu'on va stresser, c'est l'entrepreneur. Donc, il ne faut juste pas le faire. Si on a, je dirais, cette aversion au risque, il ne faut pas le faire. Génial, parfait. Je ne suis pas très Alors, vendeur. non, mais au moins tu nous éclaires. Écoute, c'est vraiment le but. Alors, la dernière question de Sophie, quel est ou quels sont les thèmes récurrents qui amènent les startups à faire faillite? Puisque ça arrive malheureusement de temps en temps. Ça arrive souvent, malheureusement. Non, non, mais il faut, enfin, je veux dire, on est là pour, voilà, pour être transparent, hein. Donc, moi, je dirais que bon, la chose la plus fréquente, c'est des problèmes au niveau de l'équipe. Alors, ça peut être dispute entre fondateurs, ça peut être des problèmes de gouvernance. Donc, ça veut dire on ne gère pas bien, on gère pas bien l'argent qu'on a levé, on voit pas arriver le mur, on n'écoute pas ses administrateurs parce qu'on leur fait pas trop confiance, donc on leur donne pas toute l'information. Donc, je dirais le plus souvent, c'est vraiment l'équipe. Et après, le deuxième problème, c'est le problème de financement. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas levé assez d'argent. Où on a levé de l'argent, on devait atteindre tel ou tel, ce qu'on appelle milestone, on devait faire ci ou ça, on ne l'a pas fait. Et en fait, on va voir nos actionnaires actuels qui disent ouais, mais là, voilà, on n'y croit plus. Donc, du coup, voilà, est-ce qu'on arrive à attirer des gens de l'extérieur pour rentrer dans ce projet? Difficile. Donc, voilà, souvent les problèmes de gestion de cash, lever des fonds quand malheureusement on est entre deux et donc on n'a pas atteint le palier qu'on voulait.
Voilà, je dirais ça, c'est quand même les problèmes qu'on rencontre le plus fréquemment. Voilà, j'espère que ça a été Super. Tout le monde dit intéressant. merci hein, Oui, dans tout le le monde te chat, dit Claire. merci. Donc, Merci à vous pour l'organisation et de m'avoir donné l'opportunité de présenter cette activité qui, j'espère, voilà, aura au moins susciter votre curiosité, voir votre intérêt. Et donc, voilà, du coup, je reste à disposition pour tous ceux qui le souhaitent pour me poser d'autres questions. Parfait. je vais mettre